décembre 1243, le roc de la tour est pris et ses occupants sont tués. Mais la résistance ne lâche pas prise et contre-attaque avec ses armes à l'étrier. Les combats sont âpres et quelque temps après, on s'empare de la Barbacane. Noël est passé et les renforts ne sont toujours pas arrivés. L'espoir s'estompe, les combats décisifs ont lieu en février et lors d'un assaut, des cris d'alerte. Attention, attention aux échelles! Oh, attention, attention aux échelles! Qui permettent de repousser une dernière fois les assaillants. Non sans perte, et le temps est compté. Les pertes sont lourdes, les hommes sont faibles et les réserves épuisées. Les boulets de 80 kilos continuent à pilonner le Castrum. Une pluie perçante et meurtrière de traits d'arbalète et autres flèches tombent du ciel, immobilisant les occupants sous le peu d'abri qui leur reste. Il faut alors se rendre à l'évidence. Nous devons nous faire à l'idée que les renforts n'arriveront pas. C'est fini. S'ils nous assaillent à nouveau, ce sera un véritable carnage. Nous devons sauver les innocents. Il reste toujours un espoir. Le comte de Toulouse nous a promis son aide, son soutien, et lui, il a le soutien du roi d'Aragon. Je garde l'espoir qu'une puissante armée arrive pour nous libérer. Vous devez aller négocier. Il y va de vos vies. Ils nous veulent à nous. Vous n'avez pas le droit de mourir. Ce n'est pas votre cause. Pierre Roger entend raison et s'exécute en ce début de mars 1244. Il va à la rencontre du sénéchal de Carcassonne, Hugues d'Arcy. Cela fait maintenant 10 mois que le siège a débuté. Et dans les deux camps, la situation est très difficile. Il fait très froid. Les hommes sont harassés. Je viens parlementer avec votre chef. Je suis Pierre Roger de Mirepoix, chef de la garnison de Montségur. Suivez-nous. Nous vous conduisons à lui. Je suis Pierre Roger de Mirepoix. Je suis à la tête de la garnison de Montségur. Je viens négocier avec vous notre reddition. Êtes-vous
blessés. Nous demandons une traite. Une quinzaine. Nous devons panser nos blessures. Après quoi, nous nous rendrons et Montségur sera livré à l'église et au roi. J'essaierai de les convaincre d'abjurer leur hérésie. Je veux l'amnistie pour nous tous, qui avons été si injustement punis, chassés de chez nous, humiliés. Si vous vous soumettez à nos requêtes, nous prendrons en compte les vôtres. En signe de votre bonne foi, vous nous livrerez sur le champ quelques-uns de ces maudits hérétiques. Ils seront à la disposition des représentants de l'Église. Tous seront sommés d'abjurer et de se convertir par nos ecclésiastiques. S'ils refusent, ce sont les flammes qui purifieront leur âme. Tous, sans exception, seraient interrogés par l'inquisiteur Ferrer et ses collaborateurs. C'est à ce prix que nous cédons à vos requêtes. Il en sera fait ainsi. Et la trêve est déclarée. Et pourquoi aussi longue? Une quinzaine. Pour quelle raison a-t-on besoin d'autant de temps? L'espoir de voir arriver Raymond VII avec ses troupes, toujours retenues à Rome, aurait-il influencé la demande de Pierre Roger? Et que va-t-il se passer maintenant? Avant la Noël, l'évêque Bertrand Marty avait pris la décision de mettre en lieu sûr les fonds monétaires et les biens qui avaient permis à l'Église interdite d'exister et de fonctionner. C'est ainsi qu'il avait confié à l'un de ses diacres et à un bon chrétien le trésor, afin qu'il l'évacue pour qu'il ne tombe pas entre les mains de l'Église catholique romaine. Si Montségur venait à tomber, le trésor devait pouvoir servir à d'autres congrégations de bons hommes. Après avoir caché le trésor dans une grotte du comté de Foix, près de Château-Verdun, l'un des deux était revenu à Montségur pour indiquer le lieu, tandis que l'autre était resté caché au loin de la grotte. Que contenait ce trésor, hormis les liquidités des évêchés proscrits?